Henri Vell, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les Compagnons de la Libération et la Légion étrangère. Votre dernier ouvrage, sorti le 18 juin, date historique, s'intitule Les Compagnons de la Libération de la 13. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la 13 ? Oui, la 13, c'est la 13e DBLE, c'est-à-dire demi-brigade de Légion étrangère. C'est un régiment qui a été créé en février 1940 afin de participer au corps expéditionnaire franco-britannique destiné à aider les troupes finlandaises qui se battaient contre les Russes. Mais il y a eu des tergiversations entre les deux capitales, si bien que les troupes ne sont pas intervenues dans ce conflit. Mais quelques semaines après, elles sont envoyées en Scandinavie, et plus précisément en Norvège, pour couper la route du fer aux Allemands. Et c'est ainsi que le corps expéditionnaire, et notamment la 13e DBLE, ont participé à 2 victoires, Bjervik et Narvik. Ensuite, la situation militaire devenant désastreuse en France, pour cette fameuse campagne de France, eh bien, les troupes franco-britanniques ont été rapatriées. Les Français, et notamment la 13e DBLE, ont été envoyés en Bretagne. Elles ont été embarquées ensuite vers l'Angleterre. Et en fin juin 1940, plus précisément le 30 juin, la 13e DBLE, qui est composée de 1619 hommes, est face au choix suivant. Poursuivre la lutte avec le général de Gaulle, qui est un officier supérieur, enfin un officier général à titre temporaire, qui a été quelques jours, 9 jours précisément, secrétaire d'État à la guerre, mais qui est inconnu de la majorité des soldats, ou bien rester fidèle au pouvoir, et le pouvoir à ce moment-là, c'est le maréchal Pétain, et rentrer au Maroc. Eh bien, ce régiment, sur 1619 hommes, 900 vont choisir ce qui deviendra la France libre. Et c'est pour ça que la 13e DBLE, qui est elle-même compagnon de la Libération, est un régiment socle de la France libre, parce que les autres ralliements seront à ce moment-là individuels. Alors, Henri, qui étaient ces hommes ? 97 hommes, c'est ça ? 97 hommes, oui, 97 futurs compagnons de la Libération. Alors, des hommes qui seront compagnons grâce à la 13, grâce aux exploits ou grâce à leur attitude, plus précisément, au combat avec la 13. Des gens qui seront aussi compagnons de la Libération avant d'intégrer la 13, ou certains le seront juste après. Mais je vais vous parler de 2 d'entre eux. Voici Jacques Tartière. Jacques Tartière, c'est un comédien. Lors du premier festival de Cannes, de la première édition du festival de Cannes, un film qui s'appelle La Loi du Nord fait partie de la sélection française. Alors précisons que le festival de Cannes de 1939 aura finalement lieu qu'en 1946. Mais dans ce film, il y a un jeune comédien qui, aux côtés de Michel Morgan, a le rôle titre. Il s'appelle Jacques Théran, et c'est en l'occurrence le nom de scène de Jacques Tartière. Tartière, en 1939, s'engage, parce qu'il a en préparation un 2e film, mais il ne peut pas ne pas combattre. Il s'engage, mais comme il a des problèmes pulmonaires et qu'il parle parfaitement l'anglais, on l'envoie dans une mission aux côtés des Britanniques, une mission de liaison. Et puis ça ne le convient pas. Donc il veut se battre. Mais ces problèmes médicaux font que les militaires le refusent. Alors il dit, mais non, vous auriez tort de vous priver de mes services parce que moi, je parle norvégien et vous aurez besoin de ce que je sais faire, de mes compétences. En réalité, sauf si vous le parlez, mais il est comme vous et moi, il ne parle pas un traître mot de norvégien. Seulement, on accepte, il est intégré à la 13e DBLE, il se bat très honorablement parce qu'il est cité à l'ordre de l'armée, il quitte la Norvège avec le grade de sergent-chef. Et puis, il fait partie de ces hommes qui, fin juin 1940, vont continuer, vont vouloir se battre, vont vouloir continuer la lutte, disent non. Donc, il suit le général de Gaulle dans les différentes
combats qui ont lieu, et en juin 1941, il se retrouve dans les faubourgs de Damas, plus précisément le 8 juin. Et le 8 juin, comme les jours précédents et les jours suivants, les Français affrontent d'autres régiments français, mais fidèles à Vichy. C'est une guerre fratricide très méconnue et dont on n'aime pas forcément beaucoup parler. À ce moment-là, dans les faubourgs de Damas, il y a une discussion et une négociation avec un régiment et des troupes fidèles à Vichy. Il y a le drapeau blanc des deux côtés. Mais malgré tout, il a réussi à rallier, Tartière, ces hommes fidèles à Vichy. Mais l'un d'entre eux, alors qu'il s'éloigne, lui tire une balle dans le dos. Et Tartière meurt, et c'est à ce titre qu'il recevra la Croix de la Libération. Le deuxième homme dont je veux vous parler, c'est André Lischwitz. Si Tartière avait 24 ans en 1940, Lischwitz en a 40. C'est un homme né à Bordeaux qui est un médecin et c'est un homme très compétent parce qu'en 1939, il est le médecin de Paul Reynaud, le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre actuel. Il se bat pendant la campagne de France comme médecin, mais aussi il pallie l'absence d'officiers qui ont été tués ou mis hors de combat et va se battre en première ligne avec les hommes qu'il va diriger. Une fois la défaite survenue, il veut créer un réseau de résistance. Il commence à intégrer la résistance, mais il préfère continuer à se battre. Donc, il passe par l'Espagne. Et quand vous passez en Espagne, vous êtes arrêté. Vous faites au moins 3 mois de détention. Et après, vous pouvez partir, si tout se passe bien, assez rapidement, au Portugal notamment. Lui, il est au Portugal. Et à ce moment-là, nous sommes en avril 1942. Le général de Gaulle est très malade. Et les médecins qui sont à Londres n'arrivent pas à diagnostiquer le mal et les causes de ce mal. Eh bien, lui réussit. Parce qu'un membre de l'état-major du général de Gaulle, qui a entendu parler de la présence de Lischwitz au Portugal, et connaît le diagnostic sûr du praticien, fait envoyer un avion anglais, les autorités anglaises ayant accepté, pour rapatrier le plus rapidement possible Lischwitz à Londres. Il ausculte à l'hôtel Canauss le général de Gaulle et il diagnostique un paludisme aigu. Il est traité, il est soigné, il est rapidement rétabli. L'entourage et le général de Gaulle lui demandent de rester à Londres comme médecin du chef de la France libre. Lui ne veut absolument pas. Il veut continuer à se battre et il se battra en 1943, en 1944 et en 1945, à la fois comme évidemment médecin affecté à la 13e DBLE, mais aussi souvent en première ligne, comme dans les dernières et ultimes batailles d'avril 1945 au-dessus de Nice, dans le massif de l'Othion. C'est un homme qui a une grande force de caractère, c'est un homme qui est très apprécié du général de Gaulle. Et lorsqu'il y a le putsch des généraux en 1961, c'est à Lischwitz que le général de Gaulle remet son testament politique au cas où ça se passerait très très mal à Paris, parce qu'on craint que des parachutistes arrivent sur Paris. Donc un homme de confiance, quoi. C'est un homme de totale confiance. Il lui remet une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas de péril. Et puis finalement, tout se passe bien. Dans les 48 ou 72 heures, Lischwitz va remettre le testament politique au général de Gaulle, qui, en signe de confiance et de souvenir, lui rendra simplement l'enveloppe. Voilà deux de ces combattants. Et puis il y a effectivement un certain nombre de titulaires de la Croix de la Libération qui étaient de jeunes ou des officiers plus confirmés, qui étaient déjà dans l'armée depuis fort longtemps et qui ont tenu leur rôle, bien entendu. Alors cette année, Henri, on fête un triple anniversaire, 80 ans de l'appel du 18 juin. La création de la 13e DBLE et la création donc de l'ordre de la Libération. Alors est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ordre peu connu du grand public? Absolument, oui, parce qu'il n'y aura eu et il n'y aura jamais que 1038 titulaires de cet ordre. C'est-à-dire que la Croix de la Libération n'a été remise qu'à 1032 hommes et 6 femmes, à 18 régiments et à 5 villes.
pour leur comportement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Ordre de la Libération a été créé en novembre 1940 par le général de Gaulle. Il n'avait pas la possibilité et il n'avait pas la volonté d'utiliser la Légion d'honneur qui était aux mains du pouvoir dit de Vichy. Donc il a créé cet ordre pour récompenser ceux de ses compagnons qui l'ont rejoint très tôt. C'est aussi un geste très politique. C'est aussi pour montrer qu'il incarne un pouvoir de créer effectivement une décoration. Et puis, vous savez, ça se fait à un moment très difficile pour le général de Gaulle. Nous sommes en novembre 1940. La France libre, c'est pas beaucoup d'hommes. C'est pas beaucoup d'hommes. Et puis, tout le monde n'est pas enclin à la rejoindre parce que le 3 juillet 1940, les bombardiers et les avions de chasse britanniques ont justement bombardé la flotte française à Mersa-Kébir, à Oran, causant la mort de 1297 marins français. Donc ça n'engage pas forcément les gens à rejoindre les Franco-Britanniques. Et puis, quelques jours avant, fin octobre 1940, Pétain a serré la main du chancelier Hitler à Montoire. Donc il lui fallait s'affirmer politiquement, et c'est notamment un des éléments forts politiques de cette année 1940 et des années à venir que la création de l'Ordre de la Libération. L'Ordre sera forclos en 1946, en janvier, lorsque le général de Gaulle, qui a été le seul et unique grand maître de l'Ordre de la Libération, quittera le pouvoir. Il sera réouvert à 2 reprises, en 1958 et en 1960. Vous avez pu rencontrer, en fait, de ces hommes? Oui, bien sûr, bien sûr. Il en reste encore 4 en vie, ouais, qui ont entre 99 et 100 ans. Et le dernier reposera au caveau numéro 9 du mémorial de la France combattante. Très bien. Et bien pour en savoir plus, on peut vous inviter à lire cet ouvrage qui est disponible un peu dans toutes les librairies, je dirais les bonnes librairies physiques et virtuelles. On rappelle le titre de l'ouvrage, Les Compagnons de la Libération de la 13. Merci Henri Weil, donc aux éditions Mareuil. Et je vous invite à découvrir ou redécouvrir en fait ces pages d'histoire avec Henri et avec cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci Henri.